Salut tout le monde, ici Evelyne de Souvenirs en héritage, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je suis profondément honorée et heureuse de vous présenter M. Tessier, âgé de l'âge vénérable de 93 ans. En effet, dans le cadre de cet épisode aujourd'hui, on va à la rencontre d'un homme qui a côtoyé l'histoire, notamment l'histoire du Québec. Donc, à travers sa carrière de journaliste, à travers sa carrière de reporter, on discute ensemble et on découvre des grands moments de l'histoire, que ce soit son expérience lorsqu'il couvrait les chantiers hydroélectriques sur la Côte-Nord et sur le nord du Québec, ses diverses aventures au niveau politique, parce qu'il y a eu aussi ces expériences-là qu'il a couvert. Et autres aventures incroyables qu'on découvre dans son histoire de vie. Tantôt dans l'épisode, j'ai fait une comparaison le concernant. Je trouve qu'il y a un petit côté Tintin dans l'optique, pas au niveau de la personnalité, mais au niveau des aventures. Tintin étant un journaliste à la base qui arrive pour couvrir quelque chose et il y a une panoplie d'aventures qui en découle. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que M. Tessier, c'est ça. Donc, je vous souhaite une magnifique découverte. Comme je vous dis, c'est un épisode qui est riche en histoire, qui est riche en découvertes, qui est riche en aventures et j'ai très hâte de vous le faire découvrir aujourd'hui. Puis, bien, avant de commencer, bien évidemment, je veux remercier mes partenaires qui font en sorte qu'on a la chance de faire cette belle aventure de mon côté. Donc, je remercie la gang de Meilleurs parce qu'il va toujours avoir la question meilleure dans l'épisode. Et bien évidemment, la gang du studio Synoptique, sans qui ce ne serait pas possible de recevoir M. Tessier dans notre magnifique studio. Donc, je vous souhaite une très belle écoute, puis... c'est sûr et certain que si vous écoutez l'épisode sur Spotify, sentez-vous très à l'aise. C'est une très belle découverte aussi. Mais c'est très intéressant aussi de le visionner sur YouTube parce que notamment, on va aussi parler du fait que non seulement monsieur était reporter et journaliste, mais il est aussi un auteur. Donc, on va montrer ses livres qu'il a écrits et notamment aussi la médaille de l'Assemblée nationale qu'il a reçue. Donc, comme je vous dis, des belles choses à voir et à découvrir. Donc, bonne écoute tout le monde et au plaisir. Bye bye! Bien, parce que je me permets, M. Tessier, je veux prendre un instant avant d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai envie de aussi présenter la personne qui vous accompagne aujourd'hui. Vanessa, qui es-tu? Allô! Ben moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 15 ans avec les personnes âgées. Ben depuis presque 15 ans. Mais ça va faire 7 ans en janvier que j'accompagne M. Tessier. Donc, je suis éducatrice spécialisée au privé. Puis, en fait, c'est son fils qui a communiqué avec moi puis que j'accompagne monsieur. Donc, depuis 7 ans, j'ai le bonheur d'accompagner notre jeune homme ici présent. Hein? Jeune homme, c'est beaucoup dire. Un jeune homme. Jeune homme grand âme, quand même. Oui. Quand même. Presque centenaire. D'ailleurs, seriez-vous à l'aise de nous dire l'âge que vous avez, M. Tessier? Quel âge avez-vous, M. Tessier? 93, avancé. 93. Mais je trouve ça toujours cocasse parce que vous avez 93 ans, mais moi, je suis née en 1993. Ben, Il y a une c'est différence. beau. On a ça en commun, le 93, ensemble. Donc, M. Tessier, on a commencé à en parler un peu, mais vous êtes un journaliste et un reporter. Vous avez fait ça pendant plusieurs décennies. Puis, on va prendre le temps d'en parler ensemble parce que j'ai beaucoup de questions et je sais que ça va susciter l'intérêt de beaucoup de gens qui vont écouter le balado d'aujourd'hui. Allez-y. Mais avant toute chose, j'ai envie aussi de connaître l'homme derrière le journaliste. J'aimerais vous demander, M. Tessier, de nous raconter le contexte dans lequel vous êtes né. Vous venez d'où, M. Tessier? Je suis né dans un village au centre du Québec, Sainte-Anne de la Pérade.
C'est à mi-chemin entre Québec et Montréal, à peu près, là, Mhm. pour arrondir. Et puis j'ai fait mes études dans cet environnement-là, qui comprend des villes comme Trois-Rivières, Grand-Mère, Shawinigan, Mhm. euh, des fois beaucoup plus loin. Je suis né dans une famille de 6 enfants, Mhm. 5 garçons, une fille. Mes parents ont pratiqué l'agriculture Mm. depuis les débuts de la colonie. Donc là, vous venez d'un milieu agricole, en fait. Vous êtes né dans ce Dans contexte-là. un milieu agricole. Mhm. Comme j'étais le doyen ou le plus vieux de l'environnement de mes parents, Mhm. j'ai passé une partie de ma jeunesse dans les études, dans les écoles et les collèges. Parce que si je me trompe pas, le fait que vous étiez l'aîné de votre famille, il y avait peut-être un intérêt de vos parents à la prêtrise, peut-être? Ça, c'est sûr et certain. Non seulement mon père et ma mère, mais mon grand-père, ma grand-mère avaient bien hâte de savoir ce que je ferais dans l'avenir. Hmm. Sentiez-vous une pression de la part de votre famille d'aller vers la prêtrise? Des pressions, il y en a eu de toutes les sortes, comme par exemple être un mois ou deux sans rencontrer ses parents, qui étaient à peine à 2-3 kilomètres du collège ou de l'école. Mhm. Parce que je me permets de mettre en contexte pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que vous avez été dans une école de rang, comme beaucoup d'enfants de l'époque, puis vu le potentiel qu'on voyait en vous, on vous a envoyé dans un pensionnat pour faire des études. C'est bien ça? C'est en plein ça. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Mais ce qui fait en sorte que le fait d'être dans un pensionnat fait en sorte que justement, on est pensionnaire, on réside là, on fait ses années d'études là-bas. J'aimerais vous demander, pourriez-vous nous parler de vos parents? Mes parents étaient du côté de mon père, une famille nombreuse, Mhm. du côté de ma mère, une famille nombreuse. Comme beaucoup de familles québécoises de l'époque. Tout à fait. Ça fait une collision de beaucoup de personnes avec des tempéraments différents, puis des objectifs différents aussi. Qui, ben, ça dépend des 12-15 personnes de la famille, ou dans un environnement agricole et scolaire, quand ça dépend des circonstances, mais comme j'étais le plus vieux, c'était le début des pensionnats. C'était dans l'habitude d'envoyer des plus doués, ce qui n'est pas sûr. Toujours aussi humble, notre monsieur Tessier. Exactement. Et puis, je suis tombé rapidement, à part les cours élémentaires, quand on arrive un peu plus haut, on rencontre d'autres étudiants. Moi, j'ai eu le privilège d'être pensionnaire dans un collège en bordure du chemin de fer Québec-Montréal. Ce qui fait que j'avais comme confrère de classe
des gens qui venaient de Québec, puis qui allaient au collège de la Pérade. Une des raisons, c'est que les étudiants de la ville de Québec pouvaient passer de la maison urbaine au collège rural. C'est ça. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait un clash aussi entre les étudiants qui venaient plus de la ville versus les étudiants qui venaient plus d'un milieu rural. C'est bien ça? Oui, c'était des mondes qui se rencontreraient au même endroit. C'est pas la plus belle partie de ma carrière de reporter, mais j'étais assez âgé pour savoir que être pensionnaire, presque voisin de la rue, ça comporte des avantages et des inconvénients. Et quand mes parents m'apportaient quelque chose le dimanche, le pot de confiture, il ne restait pas longtemps dans le tiroir. C'est ça l'affaire. Le pot de confiture, c'est comme le Saint Graal à ce moment-là. Ça fait plein ça. C'est là que la petite dent sucrée a commencé, probablement. Vous qui aimez tellement le sucre. On a ça en commun aussi, à part le 93. Le régime de pensionnat, pour ce qui me concerne, Mhm. c'était d'être reporter sur des sujets qu'on retrouvait dans les livres de Jules Verne. Parce que c'est ça aussi que je voulais vous demander, M. Tessier. D'où est venu ce désir-là de devenir reporter, ou du moins, cet intérêt-là a commencé quand? Parce qu'on se met dans le contexte que vous êtes au pensionnat, il y a un désir fort de la part de votre entourage, de vos parents, d'être prêtre, de faire la prêtrise. Donc, où a commencé cet intérêt-là d'être reporter? C'est à partir de ce moment-là? Ah, c'est un long cheminement parce qu'au départ, j'avais écarté l'idée d'être chef des nouvelles, éditorialiste, rédacteur sportif, enfin, 1001 métiers qui m'intéressaient vraiment pas. Ce qui m'intéressait, c'est aller à la découverte de l'inédit ou de choses qui prennent de l'importance à mesure que ces renseignements s'accumulent sur le qui, quand, comment, pourquoi. Comme on parlait tantôt, le qui, quand, comment, pourquoi. Ce qui fait que j'ai développé des intérêts pour toutes sortes de sujets. La chronique sportive, ça me dépassait. Je n'étais pas très bon en sport, sauf l'entraînement qu'un jeune Américain m'a donné pour le saut à la perche. Puis j'avais des compétences respectables. Me semble, je vous imagine, faire du saut à la perche. Mais j'ai envie de revenir un instant sur le fait que vous avez lu les Jules Verne. De ce que je semble comprendre, c'est que cette lecture-là a peut-être réveillé quelque chose en vous. Est-ce que c'est bien ça ou je me trompe complètement? Ben, sans doute, parce que quand je lisais les livres de Jules Verne, puis qui était question du monde polaire, je voulais savoir ce que c'était que le monde polaire. Donc, je me débrouillais à travers des activités reliées, dans notre cas, au froid, aux jours sombres. En fait, on est à la fois
dans plusieurs pays, même au Québec. À travers les saisons, c'est vrai que le décor du territoire change, le climat, ça a de l'impact aussi sur notre quotidien, même sur notre tempérament aussi. Puis je trouve ça intéressant de savoir que ces lectures-là, notamment, ont façonné le jeune Monsieur Tessier. Je trouve ça beau aussi de constater que ça l'a éveillé cette curiosité-là que vous aviez envers le monde puis envers les autres. Je trouve ça peut-être pertinent aussi de dire que, tu sais, vous êtes dans votre pensionnat, puis il y a des jeunes d'un peu partout, puis vous le disiez aussi, tu sais, il y a des jeunes qui viennent de la ville, il y a un contexte aussi qu'il y a des jeunes qui sont dans un milieu plus rural, il y a une réalité différente qui se côtoie, donc, je me dis, ça doit être intéressant aussi pour le jeune reporter en vous de découvrir des mondes différents qui se rencontrent ensemble. Oui, c'est exact ce que vous dites là. Les jeunes sont ouverts à peu près à tout, mais ils oublient que la vie est un espace qui est constamment en mouvement. Et la parenté, mon père, mes grands-mères, etc., ont chacun un domaine où ils me verraient. Mm-hmm. Vous sentiez leur attente envers vous, selon la vision qu'il y avait du monde, puis de la conception qu'il y avait de ça. Tout à fait. Dans le fond, j'étais un agriculteur, j'étais un vacher. Parce qu'il y avait des vaches sur le territoire. Ah, il y avait beaucoup de vaches. OK, parfait, excusez-moi. OK. Mais c'est la jeunesse dans les pensionnats, c'était plutôt pénible. À mesure qu'on vieillissait, on devenait de plus en plus curieux. Puis quand on frappait des veines d'information, c'était le bonheur total. Mm. Mais c'est pas tout le monde qui accepte de suivre une carrière jour après jour, semaine après semaine, année après année, dans différents collèges et institutions où quelqu'un espéra dire « Ah ben lui, il va faire un curé, lui, il va faire un religieux, etc. » Puis il n'y a rien de ça qui est arrivé. Oui, puis on va prendre le temps d'en parler, mais c'est vrai ce que vous amenez, puis je pense que les gens qui vont nous écouter, c'est important de le mentionner, c'est que, tu sais, parce que c'est une réalité qu'on n'a pas connue, ma génération, nécessairement, mais dans le cadre d'un pensionnat, veux pas, c'est comme une micro-société, en fait. Tu sais, c'est un univers quand même fermé où c'est une société avec des règles, des codes, des manières de faire. Puis, est-ce que vous trouviez que c'était peut-être fermé sur le monde, cette expérience-là? C'était un monde plutôt fermé, oui, effectivement. Pour aller voir un de mes oncles qui habitait à l'autre bord de la rue, il fallait passer par une série de demandes et de billets du directeur pour être bien sûr que j'allais voir mon oncle et ma tante. L'autre bord de la rue. C'est ça. J'en ai souffert, évidemment, parce que on était coupé par une barrière de barreaux de fer
au séminaire de Trois-Rivières, par exemple. Puis je pense que à travers ces expériences-là qui peuvent être positives pour certains, mais qui peuvent être plus difficiles pour d'autres, ce que je sens en vous écoutant, c'est que ça l'a peut-être aussi mis l'emphase sur ce désir-là que vous aviez de voir le monde, de comprendre le monde. Quand on se retrouve plusieurs années à être pogné comme ça, ben, je trouve que ça explique peut-être aussi pourquoi vous êtes devenu reporter, pourquoi vous êtes devenu journaliste, puis aussi généraliste, de couvrir toutes sortes de sujets, de sortir de ce pognage-là, puis de voir ce qui se passe autour de vous. En tout cas, du moins, moi, je trouve ça très intéressant. En journalisme, c'est un peu comme en médecine. Il y a des médecins spécialisés, puis ils ont étudié en conséquence. Reporter, point là, reporter, ça c'est une spécialité qui n'était pas tellement choisie par les jeunes collégiens ou autres, parce que c'était exigeant à bien des points de vue, mais toujours centré sur le qui, comment, pourquoi, avec qui. Il y a une rigueur qui est de mise. C'est ça. Pour terminer le pensionnat, vous avez justement 16-17 ans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous avez ce désir-là d'être reporter, mais il y avait cette pression-là d'être prêtre. Comment vous jonglez avec tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben moi, j'ai fait des études classiques, qu'ils appellent. Mm-hmm. C'est-à-dire jusqu'à la belle lettre, à peu près. Oui. Parce que je me permets, c'est ça, pour ceux et celles qui nous écoutent pour le contexte, il n'y a pas de cégep encore, on n'est pas rendu là, donc c'est vraiment Non, les cours des collèges privés ou communautaires. Mm-hmm. Donc là, vous, de votre côté, excusez-moi, continuez, je voulais juste faire une mise en contexte. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, vous terminez le pensionnat. Où allez-vous? Voulez-vous répéter ça? Excusez-moi. Donc, vous terminez le pensionnat vers 16-17 ans. Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? Ben, j'ai étudié dans les collèges jusqu'à 20-22 ans. Puis pour continuer, il fallait avoir 60% pour être inscrit ailleurs. Et le malheur ou la chance que j'ai eue, c'est qu'il manquait quelques dixièmes de points pour passer au stade suivant. Puis il n'y a pas eu de stade suivant. Ça voulait dire ou tu recommences tes études ou tu t'en vas ailleurs. Puis vous, qu'est-ce que vous avez fait, M. Tessier? J'étais barré par tous les collèges et institutions parce qu'il manquait quelques dixièmes de points. Ça termine le régime des pensionnats. Je me suis bien aperçu que mes parents ne pouvaient pas me supporter à cause des coûts qui grimpaient rapidement. Mais là, je suis en train de faire le procès du Conseil de l'instruction publique de l'époque. Ça m'a permis de voir Duplessis de proche. Parce que là, de ce que je comprends, c'est que là, vous êtes témoin de, dans l'échelle du temps, c'est qu'il se passe ça dans l'actualité. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu pour permettre à ceux et celles qui nous écoutent de mieux comprendre ce contexte-là, puis comment ça vous a impacté? Duplessis, je l'ai connu quand j'étais au collège. Et le souvenir le plus percutant qui se renouvelait à chaque année, c'est que le premier ministre Duplessis venait nous voir. Comme c'était le premier ministre, Maurice Duplessis,
originaire de Trois-Rivières, ben, c'était quelqu'un qu'on traitait aux petits oignons et on était prêt à renverser n'importe quoi pour mettre le collège au point pour recevoir M. Duplessis. Et ce qui nous intéressait tous, y compris les professeurs, c'est qu'au terme de sa visite, on attendait toujours la phrase de M. Duplessis: « Je vous donne congé pour les 2 prochains jours. » Fait que personne ne disait non. Ça reste que vous êtes des étudiants, 2 jours de congé, ça se prend bien quand même. Ouais. Mais ça, c'est un peu la petite histoire qui a ses avantages et ses inconvénients. J'aime beaucoup vous parler des grands barrages parce que les Québécois, à partir de, mettons, fin des années 50, les Québécois se sont ressaisis. Ils ont lancé la construction des grands barrages hydroélectriques en chassant, en mettant dehors, si vous voulez, les ingénieurs qui avaient le contrôle de tous ces grands ouvrages, en particulier les Ontariens. Les anglophones, il y avait ce désir-là d'être, justement, de redevenir maître chez nous. Oui. Il y a des jeunes ingénieurs qui ont dit, bien, si eux autres sont capables de construire des ouvrages d'une telle ampleur, on va leur montrer qu'on est encore capable. Ce qui fait que rapidement, les Québécois ont envahi les chantiers hydroélectriques du Québec. Et prenez-en ma parole, ce sont des chefs-d'œuvre d'architecture. C'est énorme, construire un barrage. Ça demande beaucoup de personnes, beaucoup d'équipements, beaucoup d'ouverture d'esprit, parce que ce sont des milliers de personnes qui ont travaillé pendant 25, 30, des fois 40 ans, dans des milieux hostiles. Mais chaque inauguration d'un barrage était une grande fête parce que les gens pouvaient dire « c'est moi qui l'ai construit ». On contribue concrètement à l'épanouissement économique du Québec. Ben, je pense que la plus belle réalisation dans les bâtiments, ce sont les Québécois qui remportent la palme. Parce qu'il y a ça aussi, je pense que peut-être que les générations plus jeunes, on réalise pas l'ampleur de ce que ça a été, justement, les barrages hydroélectriques, puis tous ces projets-là d'envergure dans un Québec aussi qui était dans cette effervescence-là économique, mais aussi ce rayonnement-là. Donc, je pense qu'on réalise pas l'ampleur de ce que c'était. Puis parce que vous avez couvert ça, je dis depuis tantôt, je dis on va en parler tantôt, mais là, on va en parler là. C'est ça que j'allais dire, Evelyne. C'est ça, je veux ben pas te vas-y. couper, mais lui, dans le fond, il est plus conscient de ça parce qu'il il était comme considéré comme un spécialiste des barrages. C'est ça, hein, M. Tessier? Vous étiez un spécialiste des barrages, vous. Bien, on le devient par la force des choses parce que on apprend tout le temps. Si on visite un barrage comme Manic 5, on va vous promener à l'intérieur du barrage, c'est-à-dire de la structure même. Et vous allez voir que ça pisse partout. Ça coule. C'est tellement fort, la puissance de l'eau, qui sont obligés de faire des petites rigoles ou des cours d'eau pour évacuer l'eau qui s'infiltre à travers la structure. Mais c'est parce que vous, justement, dans votre carrière de reporter puis de journaliste, vous avez été
vous avez été dans le cœur de ces ouvrages-là historiques. Là. C'est vraiment dans un contexte professionnel que vous avez couvert ça, c'est bien ça? Il n'y a pas un barrage pareil. Hein? Oui. Deux barrages qui se ressemblent, ça n'existe pas. Mm-hmm. Chaque barrage a sa personnalité. Puis chaque barrage a donné lieu à des situations extraordinaires, comme par exemple, si vous dites, je mets un barrage sur la rivière aux Outardes, il faut bloquer la rivière, dériver la rivière par des tunnels pour empêcher l'eau, évidemment, de passer, élever la structure et la mener jusqu'à la production d'électricité. Et ça, là, quand vous avez 8-10 barrages en même temps, il se passe bien des choses. Ne serait-ce qu'apprivoiser le conservatisme des ingénieurs. Je manquais... À chaque fois qu'il y avait une chance d'aller dans un barrage ou dans la construction de barrage, c'était à l'occasion d'événements technologiques qui brisaient le traditionnalisme des ingénieurs. D'abord, ils n'étaient pas habitués à rencontrer des journalistes avec un crayon, alors qu'eux autres manœuvraient la dynamite et inventant toutes sortes de techniques pour en venir à bout de ce barrage-là. Je me dis, si les Égyptiens ont été capables de construire les pyramides, ben nous, on est plein de pyramides de la région du Grand Nord de la baie de James, tout le long du Québec, dans le fond. Tout à fait. Ça n'a pas été assez reconnu, à mon avis. Je me permets d'ajouter, ça me touche qu'est-ce que vous dites aussi, parce que moi, je suis originaire de la Côte-Nord. Je suis née là-bas, j'ai grandi là, donc, et veux pas, la Côte-Nord fait partie aussi de ces régions-là qui ont vu naître et évoluer justement ces barrages-là, puis cette industrie-là et ce mouvement historique, parce que je pense qu'il faut se le dire, c'est vraiment c'est un moment dans l'histoire du Québec. Puis, je pense que vous avez raison. Je crois qu'on ne réalise pas l'ampleur de ce que ça a été, puis l'ampleur que ça a encore aujourd'hui. L'hydroélectricité, c'est majeur encore aujourd'hui. Ça fait aussi de nous un territoire avec une ressource très importante, puis qui nous rappelle aussi l'importance de notre territoire, puis l'importance de nos ressources, puis le respect de nos ressources. Oui, mais il faut toujours avoir les mêmes questions. Qui, où, quand, comment, pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'on a des climats qui frisent l'Amazonie en été Oui. et le Grand Nord polaire en hiver. C'est dur de voir 3000 personnes le matin défiler les uns après les autres avec une petite boîte de métal pour apporter leur dîner sur le chantier. Ces gens-là ont été déportés de lieux aussi loin que la Gaspésie. Il y a une grande partie de la Gaspésie qui s'est vidée durant la construction des barrages pour profiter de la manne qui passait. Ouais. Et si on réfléchit aux
à l'importance que l'énergie électrique continue de se répandre. On est dans un endroit du monde où c'est plein partout de constructeurs de grands ouvrages. Quand vous alliez sur un barrage comme ça, là, votre reportage, là, vous l'écriviez à la main? À la dactylo? Comment est-ce que vous faisiez ça? Ben, règle générale, on est là pour ramasser du matériel qui vont servir à faire un reportage sur tel sujet. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas non plus. Et les distances sont tellement énormes. Ouais. Ouais. Imaginez, le chef des nouvelles dit « Va donc nous chercher telle sorte de nouvelles. » Là, il paraît que les gens de l'Université de Boston veulent essayer un nouveau type de dynamite. Les universités ont des contacts entre eux, puis ça donne qu'à Québec, il y a un centre de recherche scientifique très avancé. Donc, ils ont été mis à contribution avec les spécialistes de Boston. Mais c'est quand même se rendre à Boston pour aller chercher une nouvelle. C'est ça, on est dans les années 60. C'est là. ça. Aujourd'hui, M. Tessier, là, moi, vous me dites telle information, vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, j'ouvre mon téléphone, clic, 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 je cherche, ça prend 3-4 secondes, puis je vous donne toute l'information. Vous, il fallait que vous alliez sur place pour aller chercher l'information. Ben, c'est un autre monde, là. Au même principe, tu sais, aujourd'hui, justement, on veut discuter avec quelqu'un à Boston, ben, on prend son ordinateur, on va sur Zoom ou sur, tu sais, il y a des logiciels qui font en sorte que on peut se voir. Ou un autre exemple, mais mon cousin habite en Australie. Mon père me disait souvent, quand il était tout petit, qu'il entendait « Un jour, on va se parler dans le téléphone. » Ouais, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Oui. Ouais. Comment vous vous prépariez pour une entrevue? Comment vous vous prépariez pour un reportage, que ça soit, tu sais, dans tout ce que vous avez couvert? Ça ressemblait à quoi votre manière de travailler, sachant que vous n'aviez pas Internet ou... Votre matériel, Ouais. qu'est-ce que c'était? Un crayon, un papier? On va changer d'orientation. J'ai couvert des campagnes électorales à travers le Canada. Ce qui veut dire que j'étais, moi et d'autres qui ont de l'expérience, on nous fout à bord d'un avion qui est celui du premier ministre ou du vice-premier ministre ou autre chose, puis on se promène à travers le Canada. Puis le Canada, c'est, pardon l'expérience, mais c'est mauditement grand. Fait que on réussit à ramasser des événements, à vulgariser pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe là. Faut saisir, d'abord, il fallait que vous quand vous arriviez sur les lieux, il fallait saisir exactement puis connaître un peu ce que vous alliez voir pour être capable de le vulgariser aux autres. Oui, ben ça, dans ma carrière de reporter, j'avais toujours à l'esprit d'aller aux sources les plus sûres. Oui, les plus certaines, oui. Puis les sources les plus productives, à mon avis, c'est dans les
bibliothèques scientifiques des universités, des collèges, ainsi de suite. Et j'avais un grand plaisir à fouiller les archives, mettons, du ministère de l'Industrie et Commerce, parce que le ministère de l'Industrie et Commerce est abonné à tous les magazines scientifiques qui traitent du minerai de fer, par exemple. C'est une façon de nourrir le sujet et d'en créer d'autres. Vous amenez un bon point, cette rigueur-là, cette importance des faits, la recherche des sources fiables. Loin de moi le désir de faire de la politique, c'est pas le but du balado, mais c'est vrai que versus en 2024, où à travers Internet, à travers... disons que c'est pas toujours facile de trouver peut-être les bonnes informations, les sources crédibles. On a tellement d'informations de tous les bords, tous les côtés. Puis, je trouve ça intéressant de, comme vous dites, de revenir à la source. On cherche une information, il faut trouver les faits. Il faut prendre le temps de vérifier. Il faut prendre le temps de travailler. Tu sais, même justement d'aller à la bibliothèque, de regarder dans les livres, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Et ça me fait penser, M. Tessier, quand j'étais à l'université il y a 20 ans, mon Dieu. J'allais dire, il y a une vingtaine d'années. Souvenir en héritage, oui, c'est ça le balado. Hein? Mais quand j'étais à l'université, je me rappelle, il y avait Internet, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Puis quand j'avais des recherches à faire dans mes cours, il fallait que j'aille à la bibliothèque, puis là, on cherche j'allais voir la bibliothécaire pour avoir des informations. Mais aujourd'hui, fait que c'est la même chose qui parle. Mais lui, c'était tout le temps, vu qu'il était journaliste. Vous aviez à faire ça tout le temps, de la recherche dans les revues scientifiques. Vous avez dû en lire des Sciences et Vie, vous, hein? La Sciences et Vie, là, comment que ça s'appelle les autres? Il y avait Sciences et Vie, puis il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, hein, mais vous avez dû toutes les lire. Dans le domaine du reportage, là, les reporters, là, Paris Match est un exemple. Ben oui. Puis le magazine Life. Oui, c'est ça, toutes les... La question, souvent, c'est de faire le pont entre des affaires techniques et l'homme de la rue, la femme de la rue. Monsieur, madame, tout le monde. Ben, la vulgarisation. Ouais. Puis, M. Tessier, je reviens à ce que vous avez dit au début du podcast. Vous avez un peu raconté comment votre curiosité est arrivée. Mais je pense que même encore aujourd'hui, c'est un monsieur très curieux qui a besoin de comprendre comment sont faites les choses. Puis, on peut pas aller vite. Non, il faut que lui comprenne comment ça marche. Puis, vous êtes encore comme ça. Puis, je pense que ça... Tu sais, je pourrais dire que c'est comme ça vient du métier de journaliste, mais je pense qu'avant même d'être journaliste, il était comme ça, puis c'est ça qu'il expliquait tantôt. Je me suis intéressé beaucoup à l'aviation parce que je trouvais comme un grand défi de faire voler 300 personnes dans un tube à cigare. C'est incroyable. C'est impressionnant. Quand on prend, peut-être à brut, 2 secondes pour penser à ça, c'est fascinant de se dire que cette quantité-là de poids vole. C'est vrai. Il y avait une excursion de scientifiques du Québec qui s'est organisée pour l'intérieur de l'Amazonie. Le sort arrivé que j'étais sur la liste des candidats avec un groupe de scientifiques pour aller à Manaus, qui est au cœur de l'Amazonie. J'ai dû franchir Québec, Boston, New York, Rio de Janeiro, puis remonter dans le nord vers les États-Unis. On arrive à Manaus, qui est une ville en plein cœur d'Amazonie. Je n'aurais pas pu faire un bon reportage si je n'aurais pas lu, avant de partir,
et heureusement que je l'ai eu, un rapport d'enquête des Nations Unies dans lequel on expliquait un tas de choses. Fait que quand je suis arrivé en Amazonie, ça se trouvait la période des hautes eaux. Donc, la seule façon de s'en tirer, c'était de monter à bord d'une embarcation, de circuler sur la rivière, mon Dieu, comment elle s'appelle? J'oublie son nom. En tout cas, un des gros affluents de l'Amazonie. Là, le niveau d'eau était tellement fort et haut, que le bateau s'est ancré à la tête des arbres. En dessous, c'était de l'eau partout. Il est pareil. Moi, je me disais avant d'aller là, je vais faire de la photo des oiseaux, les beaux oiseaux. Une journée tranquille au bureau. Fait que je me nourrissais des beaux oiseaux de l'Amazonie. Dans votre tête? Ben oui. Finalement, Puis finalement, photographier un oiseau vert dans l'enfer vert de l'Amazonie, c'est pas... ben, Monsieur Tessier, savez-vous à quoi je viens de penser en vous écoutant? En fait, vous êtes Tintin. Comment? Vous êtes comme Tintin. Dans le sens que Tintin, la bande dessinée, Tintin, c'est un journaliste à la base. C'est vrai que c'est un journaliste, Tintin. Oui. Puis, tu sais, à travers ses aventures, à travers les différentes BD, on découvre ses aventures. À la base, Tintin arrive pour couvrir quelque chose, puis là, béding badang, il se passe quelque chose. Vous êtes Tintin. Excusez-moi, je viens d'avoir une révélation. J'allais dire Monsieur Tintin. C'est un peu ça. Monsieur Tessier, moi, je peux être Milou, le petit chien à côté de Tintin? Ça peut être moi? Mais je n'étais pas là, mais j'aurais aimé ça vous accompagner. Moi non plus. Mais d'ailleurs, Monsieur Tessier, excusez-moi cette parenthèse-là, mais en vous écoutant, on dirait que j'ai réalisé, tu sais, je vous écoute, puis je me dis, c'est tellement intéressant, les aventures, les expériences que vous avez vécues dans le cadre de votre métier de reporter puis de journaliste, notamment au Soleil. Puis là, c'est ça que je me suis comme rendu compte. Un peu comme Tintin, on pourrait faire une BD de toutes vos aventures. Monsieur Tessier, à Manic 5, Monsieur Tessier... en tout cas, je suis partie dans mon délire, je m'excuse. On va faire ça. Monsieur Tessier, on va faire une bande dessinée. Ouais. Ça vous tente-tu? Donc, une bande dessinée dont vous êtes le héros. Ah, c'est beau, ça! Hein? Mais c'est parce que c'est... Vos expériences, pour moi, sortent du... comment dire? Ça va plus loin que parfois que le réel. Ce que je raconte comme reporter, c'est 64 ans, plus de 60 ans de reportage. Autant vous dire que j'ai vécu toutes sortes de choses. Incroyables. Mais le lendemain, c'est à recommencer. C'est une journée normale au bureau, en fait. Oui, une journée normale au bureau, pour lui, c'est d'aller en Amazonie. Comprends-tu? Mais c'est ça, exact. Puis à travers toutes les aventures qui se glissent de ce séjour-là professionnel, non, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de revenir aussi, parce que vous avez couvert aussi de la politique. Oui. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le fait que vous étiez un journaliste, un reporter généraliste, vous avez touché à plein de choses, notamment la politique. Il y a un moment, lorsque vous faisiez de la couverture politique, qui vous a marqué dans vos souvenirs. La mort de Duplessis. Parce que Duplessis, c'était comme un dieu à l'époque. Puis j'avais un confrère qui était depuis longtemps correspondant parlementaire à Québec, donc il connaissait un tas de choses. Un bon matin, on apprend que Duplessis s'en allait à Shefferville. Shefferville, c'est à l'intérieur des terres, pas loin du Labrador. Oui.
Pour ceux qui aiment la petite histoire, Duplessis a demandé à son chauffeur, il logeait au Château Frontenac, il dit « Arrête à la basilique ». Duplessis est descendu, puis il est allé prier dans la basilique de Québec avant de s'en aller dans le Labrador. Il n'en est jamais revenu. Il a craqué une crise cardiaque. Ça a été très souffrant, très pénible. Je peux en parler comme ça parce que 10 ans après la mort de Duplessis, je rencontre le docteur Larue qui était son médecin personnel. J'ai dit, vous m'avez raconté la mort de Duplessis. Puis j'ai tenu parole. J'ai dit, quand ça fera 10 ans, je vais vous revoir. 10 ans après, j'ai rencontré le docteur Larue. Vous avez cogné à sa porte? Puis il m'a raconté les détails de la mort de Duplessis. Apparemment, c'était pas Jojo, il a souffert beaucoup. Mm-hmm. Mais voyez-vous, il fallait être correspondant parlementaire, appuyé par des journalistes d'expérience pour connaître les détails de ce qui est arrivé 10 ans avant. Puis, je me permets, par rapport à ce que vous dites, ça me rappelle une conversation qu'on a eue tous les trois ensemble avant l'épisode d'aujourd'hui. Vous me disiez, c'est toujours aussi l'équilibre entre la nouvelle, mais les humains derrière. La nouvelle? Trouver l'équilibre entre avoir la nouvelle versus les humains qui sont derrière cette nouvelle-là. Oui, tout ça, ça baigne dans du vrai, du pas vrai, du faux, les perceptions. Il faut passer un screen chaque fois. La période de 1959, 1955 à aujourd'hui, c'est tellement fabuleux qu'on n'a pas encore réussi à digérer ce qu'on vient de découvrir. Mm. Puis ça lâche pas jamais. Ben non. Je me suis intéressé beaucoup à l'astronomie parce que la NASA lançait beaucoup de fusées exploratrices de milieux, comme par exemple quand la première sonde américaine est arrivée sur la planète Mars. C'est la première fois qu'une sonde était capable de nous renvoyer quelque chose de la planète Mars. Moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je savais que c'est des tours de force que d'aller viser un coin de l'univers, puis il se passe quelque chose là. Ce quelque chose-là est arrivé à un moment donné sur le téléscripteur. Puis un des brillants chefs des nouvelles qui dit « On vient de recevoir une photo de la planète Mars. » Il l'a pris puis l'a jeté dans le panier. Ben voyons. J'ai dit « Hey! » C'est ça, hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est une photo de la planète Mars. Ah, mais il dit, on voit rien. Mais quand même! J'ai dit, si on voit rien, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Mais parce que c'est vrai, tu sais, encore là, tu sais, on se ramène en 2024. Pour nous, c'est, tu sais, ça existe, c'est là. Mais vous, c'est le contexte dans lequel vous découvrez tout ça. C'est la En tout cas, découverte. le C'est mystère ça. de la planète Mars s'est éclairci rapidement parce que ce qu'on voyait sur la photo, c'était une tempête de sable. Mais j'aimerais prendre un instant pour qu'on puisse parler de la question meilleure, en fait, parce que à chaque moment dans mon balado, j'ai la chance de pouvoir poser la question meilleure, qui est l'un de nos partenaires au balado. Puis,
les jeux meilleurs, en fait, c'est des jeux d'introspection, de développement personnel. Et j'avais une question pour vous que je trouvais très pertinente. Avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de votre métier de journaliste, qui est la personne qui vous a le plus inspiré? La personne qui m'a plus inspiré, Oui. Et pourquoi? oh mon Dieu, personne qui m'a le plus impressionné comme reporter, c'était d'aller couvrir le premier pape de la papauté qui s'adressait aux Nations Unies dans l'édifice à New York. Et son discours a été très facile à résumer. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. J'ai fait mon texte à partir de ces trois choses-là. Aujourd'hui, ça vaut quoi une parole comme ça? Ouais. Donc, c'est une belle piste de réflexion, je trouve. Encore plus pertinente en 2024, plus que jamais. Je trouve ça beau de vous entendre parce que, tu sais, comme je disais un peu tantôt, tu sais, vous avez rencontré des politiciens, vous avez rencontré des chefs syndicaux, vous avez rencontré aussi plein de personnes qui travaillent dans différents corps de métier, tous inspirants les uns envers les autres. Puis, au-delà de la religion, ce que je trouve fascinant, c'est ce discours-là, c'est ces trois mots-là qui vous ont marqué. À travers tous ces beaux mondes-là que vous avez rencontrés, c'est ça qui ressort. Je trouve ça très inspirant. Puis, M. Tessier, je sais que vous êtes humble de vous-même. C'est ça qui fait que je vous aime autant, je pense, dans toutes vos péripéties. J'aimerais que vous nous parliez un peu des récompenses que vous avez eues dans le cadre. Dieu, ça. On en a amené une avec nous. Il faudra ouvrir un cimetière. Un cimetière. On en avait un autre à la maison qu'on aurait pu amener, mais c'était un petit peu trop pesant. Mais on a amené quand même une autre. Écoutez, comme je te disais, Evelyne, moi, ça fait bientôt 7 ans que je connais monsieur. Et là, ce que tu vas nous montrer là, monsieur, ça a pris 5 ans avant qu'il me montre ça. Puis il m'a montré ça comme si comme si tout le monde avait ça dans la vie. Oui. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Comme je disais, une journée normale au bureau. Mais non, c'est pas ça. Ouvrez-moi cette boîte de Pandore. Je me sens comme les beautés au banquier. Oui, c'est ça. Ouvre la boîte, Evelyne. Ouvre la boîte, Evelyne. Sortez-la. Oui, vous... Oh, mon Dieu, je suis comme... Ben, je vais te laisser... Tiens, dites-nous qu'est-ce que c'est, M. Tessier. On va peut-être aussi s'assurer aussi de montrer à la caméra. Oh, ouais. Ça, c'est le produit de vos taxes. Donc, c'est une médaille de l'Assemblée nationale. Vous avez reçu ça dans le cadre de votre métier de journaliste, M. Tessier. Ouais, pas mal, oui. Ben, oui. Pas mal, mais oui. Faire oublier des choses. Non, mais quand même, c'est pas rien. Ben, en effet, c'est très impressionnant. Je veux dire, M. Tessier, je sais que vous êtes humble, je sais que... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui reçoit ça dans sa vie, là, une médaille de l'Assemblée nationale. C'est drôle parce que je vois derrière toi, Evelyne, Gilles Vigneault. Oui. Puis il me parlait justement tantôt avant qu'on s'en vienne que Gilles Vigneault aussi l'avait eu pas longtemps après lui. Là. Regardez, mon Dieu. Fait que, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Gilles Vigneault, Claude Tessier, même gang. Hein, M. Tessier? Il y en a beaucoup, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres journalistes qui l'ont eu aussi. Puis racontez, M. Tessier, l'autre trophée que vous avez chez vous qu'on n'a pas apporté. Vous m'en avez parlé tantôt. Si vous avez reçu ça en 1969, dans quel contexte? Racontez-nous ça. J'ai été très impressionné dans ma carrière par Expo 67. Je ne sais pas si vous avez vécu Expo 67. Non, je ne l'ai pas vécu, mais je vous inviterais peut-être à nous faire un résumé de c'est quoi l'Expo 67 pour ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de quoi on parle.
Expo 67, c'était le rêve du maire de Québec, de De Montréal, Montréal. de rassembler les pays du monde au même endroit. D'ailleurs, l'exposition universelle se répète à tous les 5-10 ans. Et c'est vraiment la réunion des pays du monde à un endroit précis. Puis à Montréal, en 67. 67, ça a été une des plus belles expositions jamais réalisées. Je ne sais pas combien de pays étaient là, mais il y avait leur pavillon avec tout ce que ça entraîne, puisqu'il était l'exposant du pays. Il y avait des restaurants avec la nourriture du pays et un tas de choses comme ça. Disons, c'est comme une grande rencontre internationale où le public est invité à découvrir ça. C'est un peu une ouverture sur le monde. Ça a été une grande réussite. Pas avant. Avant, tout le monde disait « t'as encore des extravagances de fous », puis ainsi de suite. Puis les milieux anglophones, ceux de Toronto, ont boudé jusqu'à la dernière minute le projet où des millions et des millions ont été investis dans l'île de Montréal. Et quand l'Expo a ouvert ses portes, puis que des millions de personnes passaient chaque jour dans l'Expo de Montréal, là, le ton a changé. Et les Américains n'en revenaient pas de voir qu'on avait été capable, en avril 67, quand je suis arrivé là, pas la première fois, mais pas longtemps avant l'ouverture, il y avait des arbres partout avec des feuilles aux arbres. Il y avait des fleurs, c'était incroyable. Même les poubelles avaient fait l'objet d'un concours. Les poubelles. Mais c'est que c'était gros. C'est un événement qui a marqué aussi le 20e siècle au niveau du Québec. C'était gros pour le Québec aussi. Là, ça faisait rayonner à l'international. Puis on se promenait entre des pavillons quasiment inconnus. Le plus inconnu des pavillons, c'était celui des Autochtones. Ils avaient trouvé un petit coin quelque part pour aider à construire un pavillon pour les Autochtones. Ça, c'était révolutionnaire aussi. Oui, dans le contexte, aujourd'hui, je pense qu'on parle plus que jamais, puis c'est important de la réconciliation avec les nations autochtones. Puis, on en parle en 2024, puis c'est tellement important, mais on se remet dans le contexte qu'à l'époque, malheureusement, on n'en parlait pas, là. Donc, oui, en effet, c'est bien. Puis, M. Tessier, je veux que vous nous parliez du prix que vous avez gagné. Où? Là, à Expo 67, là, quelques années plus tard, là. Ah. C'est en 69 que vous avez gagné à Terre des Hommes, là. Oui, à Terre des Hommes. Ben, pendant quelques années, Terre des Hommes a été vivant, plus ou moins, parce qu'il y avait trop de choses à voir et à faire. Puis, une bonne fois, je passe à Terre des Hommes, puis j'ai décrit Terre des Hommes 2 ans après le gros show qu'ils ont fait en 69, je pense. Ouais. Je me réfugie dans le pavillon britannique, sombre et puis tout ça. Puis je commence à écrire à partir de la naissance jusqu'au dernier moment d'Expo 67. Puis j'envoie le petit texte au journal, étant assuré qu'il ne publiera pas. Ça faisait 3 ans déjà. Mm-hmm. À ma grande surprise, ils ont pris le texte, ils l'ont publié,
Puis j'ai gagné le prix de Terre des Hommes. En 1969. C'est 15, oui. impressionnant. Mais tu sais, puis c'est ça aussi que je trouve fascinant de vous, c'est que, tu sais, vous en parlez d'une manière tellement humble, calme. C'est impressionnant ce que vous avez accompli. C'est impressionnant de voir on a reconnu aussi votre travail, votre rigueur, ce que vous êtes, ce que vous avez fait. C'est tout en votre honneur, M. Tessier, vraiment. Puis on n'a même pas parlé de ça encore. Ben, j'y arrive, là, j'y arrive. Oui. Oui, j'y arrive. En fait, c'est que je ne peux pas passer sous silence le fait que vous avez été reporter, vous avez été journaliste, mais vous êtes aussi un auteur. Vous avez écrit des livres. D'où vient ce désir-là d'écrire des livres? Parce que là, M. Tessier, vous avez écrit un livre sur votre Voyage en Arctique. En Arctique. Sur quoi? Votre voyage en Arctique. On peut peut-être le montrer à la ben caméra. Celui-là ici. Aller dans l'Arctique profond, là, c'est-à-dire loin à l'intérieur de l'Arctique, là, Oui. c'est une chance que j'ai eue de passer 3 semaines à bord du brise-glace d'Iberville. Mhm. À ce moment-là, d'Iberville était le brise-glace le plus puissant au monde. Il battait les Russes. Puis ça donne qu'il y avait une chambre de libre dans le brise-glace à ce moment-là. Ils ont dit, veux-tu faire un tour de brise-glace? On l'avait déjà fait à Québec. C'est ça, c'est que vous êtes allé là dans un contexte encore là de reporter. Oui. Parfait. Ça supposait que je connaissais l'Arctique un peu, mais connaître l'Arctique à partir d'un pont, d'un brise-glace, avec le soleil de minuit, la séance de cinéma en plein jour, à 10 heures de l'avant-midi, sur le bateau. Découvrir des rives vides. C'est quoi le prochain village? Ah, ils ont dit, t'as le temps. Il est à 400 km. C'est à le voisin, ça. Ben, c'est ça, tu sais, l'Arctique, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, ça doit être impressionnant de se rendre là-bas dans un contexte où peu de gens ont eu la chance d'y aller. Y a-t-il une photo? L'as-tu, l'ours polaire? Ah oui, oui. Parce qu'on se met dans le contexte que vous êtes allé, vous avez pris des photos aussi. Oui, Oui. celle-là. C'est fou, là, ça. Il te l'a-tu montré? Le hasard a voulu que je fasse beaucoup de photographies parce que je me suis trouvé indécent d'aller faire un reportage, pas rapporter d'images. Je vous remercie. Ces photos-là sont impressionnantes. Ici, dans le fond, en haut, l'image qu'on voit, c'est quasiment comme la tête de l'ours polaire ici. Ça, c'est un ours polaire. Ça, c'est comme un glacier. Il y a à peu près 7 heures de décalage entre les deux photos. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pris cette photo-là? Hein? Qu'est-ce que vous avez ressenti en prenant cette photo-là? Vos émotions? Je pensais pas voir l'ours aussi près. Il était sur un iceberg. Puis le commandant a dit, on va s'en approcher un peu. Puis les bateaux ont bien peur des icebergs. Fait qu'on s'est tenu à distance. Mais rencontrer, à peu près 7 heures après, le sousi de l'autre, qui était ça a donné des photos assez spéciales. Des vraies photos. C'est impressionnant, cette proximité-là que vous avez de cet animal-là sur votre photo. Mais tu sais, cette expérience-là, je veux dire, il n'y a pas grand monde dans leur vie qui peuvent dire « Moi, j'ai été en Arctique ». C'est capotant. C'est capotant. Réalisez-vous, M. Tessier? Réalisez-vous la chance que vous avez eue d'aller là? D'être allé là pour le reportage? Oui, parce que c'était une croisière de 3 semaines à peu près.
Puis je vous garantis qu'il fait soleil souvent. Oui. Puis que je courais des petits coins bateau où il y avait du soleil pour me réchauffer. Oui, c'est ça, il faisait fret. Il ne devait pas faire chaud, hein? Non. Et moi, j'ai le goût qu'on parle de ce livre-là. Oui. De celui-là que je vais montrer ici. Celui que vous avez écrit sur le Sentier des Caps. Ah, ça, c'est à ma retraite. Je ne suis pas aussi bon marcheur que ma voisine. Parce qu'en effet, Vanessa, À 4 heures du matin, elle tu est dans marches le sentier. Mais en fait, je vais juste faire une petite introduction, M. Tessier, à ce livre-là. Quand j'ai commencé, la première fois que je suis allée voir M. Tessier, j'arrive chez lui, puis je vois le poster de ce livre-là dans sa chambre. Puis là, j'ai dit, vous avez écrit un livre sur le Sentier des Caps? Puis là, il me dit, ben oui. Puis là, bien sûr, il m'en a donné un. Mais moi, le Sentier des Caps, je l'ai fait. Puis c'est une place où est-ce que je suis allée souvent. En fait, c'est de la randonnée en montagne. Ça part de Cap Tourmente, puis ça va jusqu'à le centre de ski. à Petite-Rivière-Saint-François. Oui. C'est ça. Puis, en fait, c'est un sentier qu'on peut faire en longue randonnée. Moi, je l'ai fait en longue randonnée. Monsieur aussi, on peut le faire été comme hiver, toutes les saisons, dans le fond. Puis aussi, on peut le faire en randonnée d'un jour. Puis, tu sais, moi, je tripe totalement sur le Sentier des Caps. Fait que ça, c'est un point en commun qu'on a depuis le début. On en a plein d'autres, mais lui, entre autres, ça en est un. Mais je vous invite à en parler un peu, M. Tessier, de votre livre, parce qu'il est passionnant. Puis, avant que vous commenciez, moi, je m'étais dit, suite à ma première visite chez monsieur, je me suis dit, quand je vais y retourner, parce qu'il m'avait dit, il dit, quand vous arrivez à la cabane du Sentier des Caps, il est là, mon livre. Là, je me disais, ben voyons donc. Finalement, j'arrive là, puis la madame... Il est vraiment là? Ben, oui, il est vraiment... Il est en haut, puis les gens ont la possibilité de l'acheter parce que c'est très bien documenté. Là. Il y a de l'histoire là-dedans. Mais je vous laisse en parler. C'est bien documenté parce que je marchais dans les sentiers. J'étais souvent accompagné du fondateur du Sentier des Caps qui enseignait au cégep de Limoilou. Il y avait une expérience assez grande dans l'enseignement. Puis le Sentier des Caps, c'était pas... Il n'y avait rien là. Sauf des bouts de sentier, c'est tout. Puis il s'est mis dans la tête de construire un sentier entre Cap Tourmente et le centre de ski. Puis c'est un milieu accidenté en bordure de la mer. Le fleuve, pour moi, le fleuve Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, c'est la mer. Puis il faut savoir que ce milieu-là a passé par des difficultés économiques considérables. Les gens trouvent la beauté de Charlevoix, mais il y a beaucoup de gens pauvres qui ont vécu là, hein, puis qui ont immigré à Québec. Oui. Quand vous pensez que les ouvriers devaient construire un sentier dans un endroit où il y avait des ravins, des ruisseaux, des petites rivières, tout ça. Et les gens transportaient les pièces de bois sur leurs épaules parce qu'il y avait des subventions accordées à ce projet-là. Puis il y a des gens qui gagnaient leur vie en bâtissant le Sentier des Caps avec des refuges. Puis, comme je connaissais pas mal la marche en montagne, puis que j'avais les témoins de la construction du Sentier des Caps, au bout de 3 ans, j'ai dit, pourquoi pas écrire leur Odyssée. Mettre en lumière ces vies-là qui ont travaillé.
ça a été une odyssée vraiment. Parce que les difficultés équivalaient à monter, descendre, franchir des ravins. Mm. Puis les calculs qu'on m'a fait, c'était à partir de Cap-Tourmente jusqu'au centre de ski. C'était comme gravir le mont Everest. Mm. Quelqu'un qui fait le sentier des Caps, tel qu'il est là, s'il le fait au complet, c'est comme s'il gravissait le mont Everest, parce qu'il y a tellement de... Oui, c'est ça. C'est capotant, hein? Monsieur Tessier, je fais une brève parenthèse. Là. Monsieur Tessier disait tantôt que j'étais bonne en montagne et tout ça, mais à un moment donné, il m'a montré une photo. Puis là, je regardais la photo puis je dis, ben, Monsieur Tessier, vous êtes en haut de l'acropole des Draveurs. Pour les gens qui font de la montagne, l'acropole des Draveurs, c'est pas rien. C'est pas mal la plus grosse montagne de Charlevoix, là, moi, je l'ai faite plusieurs fois puis c'est quelque chose. Puis là, je dis, ben, Monsieur Tessier, je dis, quel âge que vous avez, cette photo-là? Il dit, j'ai à peu près 70 ans. Monsieur Tessier, la dernière fois qu'il a fait de l'acropole des Draveurs, il avait dans le coin de 70 ans. Chapeau. Capotant. Chapeau, parce qu'à 45 ans, moi, je trouve pas ça facile, l'acropole des Draveurs. Je me permets simplement pour dire au niveau de vos livres, parce que justement, vous avez écrit un livre au niveau de votre périple en article sur les sentiers des Caps de Charlevoix. Vous avez... Oh. En fait, il y a ce livre-là. Monsieur est un passionné de Mozart. Mm-hmm. Vous avez écrit un livre sur... raconte... Oui. Ah oui, un Mozart, ça a été mon rabais, si vous voulez. J'ai commencé à lire des livres sur Mozart. Je suis rendu à plus de 500 ouvrages sur Mozart et un tas de gugus de Mozart, comme un pilulier, puis... Tellement, là, je suis bien embêté parce que qu'est-ce que je vais faire avec? Mais avant de tomber en ruine, j'ai dit, ben, il y en a assez pour faire une petite exposition à la bibliothèque de Sillery. Ah, d'ailleurs, OK, parfait. Puis la ville de Rimouski a trouvé ça tellement intéressant que quand l'exposition était finie, ils l'emmenaient à Rimouski. Il y avait des livres dans ça, toutes sortes de... Tous des objets qui appartiennent. Wow! Il y a une grosse bibliothèque. Au ça, chez lui, il y a une bibliothèque, là, c'est que des livres sur Mozart. Puis il y a toute la discographie, là, bien sûr. Il y en a même en double et en triple. Puis je me permets, est-ce que vos livres sont accessibles quelque part? Est-ce que vos livres, s'il y a des gens qui aimeraient les acheter ou les lire, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se les procurer? Dans le moment, non, parce que je n'avais pas d'éditeur officiel. Mm-hmm. Ça veut dire que j'ai eu l'aide de la Société historique de la Malbaie, puis du Sentier des Caps, puis de personnes. C'est ça, OK. Puis toute la production, en fait, je l'ai donnée au fur et à mesure. Différentes personnes qui semblaient intéressées par le sujet. Il y a celui du Sentier des Caps qui est disponible à l'accueil du Sentier des Caps si on veut l'acheter. Ah, parfait. Mais pour les autres, c'est plus monsieur qui Parfait. reste des copies, mais celui-là, il est disponible, Parfait. il est en vente. Mais je pensais en note, celui-ci est disponible justement à l'accueil des Sentiers des Caps, si le cœur vous en dit. Puis si vous êtes des tripeux de Sentier des Caps comme moi, je vous le conseille vraiment. Vraiment. Je me permets parce que le temps file, puis moi, je pourrais passer ma journée au complet à vous écouter, mais c'est juste parce que vous avez tellement une vie fascinante et c'est incroyable. J'ai envie avant de conclure, je voudrais revenir sur un sujet de votre vie qui me fascine, c'est le fait que vous avez fait du recherche-sauvetage. Ah oui! Ben Monsieur oui! Tessier, ben oui! Comment? Recherche et sauvetage. Il prend un grand respect. Oui, parce que je me permets, puis corrigez-moi si je me trompe, mais en fait, c'est que
vous avez fait partie de ceux et celles qui, tu sais, quand il y a, mettons, un gros accident dans des régions plus insolites ou plus difficiles d'accès, vous avez fait partie de ces bénévoles-là qui étaient dans un avion puis qui allaient aider aux recherches puis au secours de ces personnes-là. C'est bien ça? Oui. Oui, OK, parfait. Payé avec du poulet Saint-Hubert. Payé Hein? avec du poulet Saint-Hubert. Ah ben, Ben, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans recherche-sauvetage? Pourquoi vous avez fait ça? Ben, je suis toujours intéressé à l'aviation. Mhm. Puis les avions sont capables de s'écraser. Puis il y a des équipes de bénévoles avec des appareils, souvent fournis par les propriétaires, pour ratisser la région où l'avion est porté disparu. Mhm. Ça demande un grand déploiement parce que Québec est toujours aussi grand qu'il était. Puis comme je vous dis, aller chercher un petit avion qui est perdu entre Québec et Boston, ça fait grand à couvrir. Hein? On peut passer à côté ben des fois. Mm. C'est du bénévolat. En plus, En retour le midi d'un morceau de poulet Saint-Hubert. Kentucky. Ah, c'est Kentucky! en Kentucky, moi, j'ai dit Saint-Hubert. C'est pas Saint-Hubert? Hein? Saint-Hubert. Ok. Ah oui, c'est ça. Hey, là. On vous payait le poulet. Puis, faut dire, M. Tessier, que vous avez fait ça à votre retraite. Quand vous avez Oui, pris oui, votre oui, à la retraite. retraite. Oui, c'est ça. En plus. C'était du bénévolat, c'est-à-dire que ça ne nous coûtait rien parce qu'ils fournissaient le repas, c'est tout. Puis on avait toujours à l'esprit qu'un avion, ça peut s'écraser. Puis le jour où vous embarquez dans un avion Hercule, 4 moteurs de l'armée canadienne, il y a des appareils qui sont équipés pour aller sauver les rescapés dans l'Arctique canadien, par exemple. Mhm. L'intérieur de l'avion, les passagers, je veux dire les chercheurs, sont assis comme sur des chaises de parterre le long du fuselage. Au centre, il y a des conteneurs prêts à être parachutés là où il y a l'accident. Puis vous, est-ce que vous étiez parachuté? Non, c'est pas arrivé, Mhm. mais on a parachuté des vivres puis des objets. Ça, vous, votre rôle, c'était quoi? Comment? C'était quoi votre rôle quand vous faisiez ça, quand vous étiez bénévole? C'était de dire, dans le bout de Sainte-Anne-de-la-Beaupré, il y a un avion qui est porté disparu. Il faut retrouver l'avion, d'autant plus qu'il peut y avoir des survivants. C'est ça qui compte en premier. Mhm. Alors, chercher un avion écrasé dans le bois, entre Québec et Boston, ça prend de la logistique. Fait qu'il y avait des brigades de 2-3 avions les fins de semaine qui pratiquaient comme si c'était vrai. C'est-à-dire qu'on divisait le territoire un peu comme un champ de labour. Mhm. L'avion suivait les sillons comme ça. À la fin de la journée, on avait couvert un grand territoire. Puis un avion qui s'écrase en bordure d'une forêt, là, c'est pas visible, ben. C'est ça, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. Exactement. Ça, donc, vous, de ce que je comprends, c'est que votre rôle, c'était vraiment, vous étiez plus au niveau de la coordination de tout ça, un peu? Oui. C'était... Ah, il y a toutes sortes d'affaires qui sont incroyables. Mais Ça c'est ça. comprend pas.
une nuit passée en plein air à 20, 30 en bas de zéro. Hein. Ben c'est ça, parce que c'est un contexte aussi que, tu sais, c'est pas du lundi au vendredi, de 9 à 5, là, des écrasements d'avion. Il y en a à toute heure du jour, de la nuit, s'il fait -20, s'il fait qu'il fait 22. Monsieur Tessier, avant de terminer, parce que comme je dis, je pourrais faire un balado de vous de 6 heures. Ben, moi, j'ai dit, on pourrait passer 3 mois ici, puis il y aura encore des histoires à raconter. Hein. Honnêtement. Mais avant de vous laisser rejoindre l'autre rive, parce que vous venez quand même de Québec, je veux vous poser une question que je pose à tous mes invités. Cette question-là est la suivante. Monsieur Tessier, qu'est-ce que vous diriez à la version de vous de 20 ans si elle était devant vous? Jamais perdre de vue la curiosité. Ah! Puis ça, vous l'avez encore, M. Tessier, fait que bingo. C'est donc bien beau, ça! Ça finit bien. Ça finit bien. C'est comme si on bouclait, on a commencé en parlant de curiosité et on finit en parlant de ça, de toute beauté. Tout à fait. Monsieur Tessier, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'aurai bien d'autres petites choses à vous raconter, mais ça sera pour le 100e anniversaire. Oui, c'est ça. C'est bon. Le 100e balado. C'est bon. Je prends ça en note. J'ai le temps de mourir bien des fois. Ah non, mais moi, j'arrête pas de dire 120, pas en bas de 120 ans. Mais minimum. Pas en bas de 120 ans, M. Tessier. Là. Ouais. C'est très difficile d'actualiser ce qui s'y a passé il y a 60 ans. Ben oui. Oui, tout à fait. Vraiment. Ben, c'est un autre monde qu'on a connu dans les... Exactement. Tout à fait. Fait qu'avec la curiosité, vous allez certainement trouver un pouce pour vous amener sur la Lune. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est extraordinaire, Mais ça. je dois vous dire que les connaissances sont tellement rendues loin qu'on est presque à l'origine de l'univers. Mm. Mais l'univers, c'est en milliards d'années. Hein? Ben, moi, je me permets de dire que l'univers a été chanceux de vous compter parmi ça, elles. c'est beau, M. Tessier. C'est vrai. Evelyne, je nous ramène il y a 6 mois quand tu me dis, toi, Vanessa, tu connaîtrais pas une personne âgée, intéressante? Tout de suite, dans ma tête, ça fait ding, 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 ding. J'ai fait Monsieur Tessier. Puis, d'ailleurs, je te remercie beaucoup, Vanessa, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir bravé aussi les ponts et tout. Mais merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est toujours une aventure. Tout ce que je fais avec M. Tessier, c'est une aventure. Ben, je remercie Vanessa parce que c'est un peu mon radar Ah, c'est beau. d'urgence. Là, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Mon Dieu, c'est touchant! Mais j'aime oui! C'est tellement agréable de l'accompagner. C'est un pet, ça se fait tout seul. Puis comme je dis aussi, c'était vraiment un immense privilège d'avoir humblement tenté de faire rayonner toute, j'allais dire l'histoire de vie, mais je pense toutes les histoires de votre vie. Merci beaucoup, M. Tessier. Puis je remercie ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter l'épisode ou de le regarder. Vraiment, on a été témoin d'un grand moment d'histoire avec nos échanges avec M. Tessier. Merci. Merci beaucoup à chacun. Je vous salue en passant. C'est toi, ça, je vous salue en passant. Ah, c'est À tout le monde. C'est tout le monde. Moi, je pense qu'on est des grands constructeurs de belles choses. Ces choses-là doivent servir aux plus jeunes dans les années futures. Mm. Et c'est peut-être en pensant au futur que nous allons découvrir la profondeur de notre univers. Et c'est loin l'univers.